Nous avons ensuite le rétinoblastome, qui est le cancer de l'œil. Et c'est un cancer que l'on retrouve chez l'enfant. C'est un cancer très fréquent en Afrique et lorsque on n'a pas de véritable programme de prise en charge, on pense que c'est un cancer qui est rare, mais lorsqu'on commence par s'en occuper, comme nous le faisons maintenant avec le professeur Vonor qui est notre ophtalmologiste référent, lorsqu'on commence par s'en occuper, il devient très rapidement un des cancers les plus fréquents. Donc aujourd'hui, c'est le 3e type de cancer chez nous à Lomé. Et le 4e type de cancer, c'est la leucémie aiguë. Ce cancer, vous le connaissez. Cancer du sang. Absolument. Il existe également chez l'adulte et chez l'enfant. Donc nous avons des leucémies aiguës. Il y a 2 grands types, mais chez l'enfant, c'est le type qu'on appelle les leucémies aiguës lymphoblastiques que nous avons le plus souvent. Ce cancer touche la moelle osseuse. D'accord, la moelle osseuse, la moelle qui se trouve dans les os et qui est l'organe de fabrication du sang. D'accord. Et donc la leucémie aiguë, je reviendrai également sur les signes. Le 5e type de cancer, c'est le lymphome de Hodgkin, qui est un cancer qui touche les ganglions. Ce cancer va former des boules au niveau du cou, à des endroits précis. Et donc, ce sont là les 5 types de cancers les plus fréquents, mais nous avons tous les types de cancers, que ce soit le cancer de l'os, vous venez de voir cet enfant dont le père a parlé, le cancer des muscles. Le cancer de l'os, il s'agit en général de l'ostéosarcome ou du sarcome d'Ewing. Et le cancer des muscles, le rhabdomyosarcome. Nous recevons tous les types de cancers qui existent chez l'enfant. Mais c'est les 5 là qui sont les plus fréquents. Les 5 que j'ai cités en premier sont les principaux types. D'accord, professeur. La science n'a pas encore réussi jusqu'à ce jour à déterminer avec exactitude les causes du cancer chez l'enfant. Mais est-ce qu'il y a des facteurs prédisposants ou des facteurs de risque de ce cancer chez les enfants? Merci beaucoup, madame. Les causes exactes du cancer donc, ne sont pas connues dans la majorité des cas, mais il existe des facteurs de risque qui sont des facteurs qui prédisposent à la survenue d'un cancer. Ainsi, on peut avoir ce facteur chez certains enfants qui ne feront pas de cancer. Lorsque nous parlons de facteurs prédisposants, on aura le facteur chez certains enfants qui ne feront pas de cancer. Par exemple, lorsque vous avez un enfant qui fait un paludisme, il est piqué par l'anophèle femelle, vous cherchez dans son sang le Plasmodium falciparum, vous le trouvez, c'est la cause de son paludisme. Alors chez le cancer, dans le lymphome de Burkitt par exemple, nous allons rechercher l'infection à un virus qui s'appelle l'Epstein-Barr virus, et ce virus va être présent chez les enfants ayant un lymphome de Burkitt en Afrique. Et nous aurons beaucoup d'autres enfants qui auront une infection par ce virus qui ne feront pas un cancer, qui ne feront pas le lymphome de Burkitt. Et donc, ce sont des facteurs favorisants. Et il existe donc, quand on parle de ces facteurs, 2 grands groupes de facteurs, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. S'agissant des facteurs génétiques, il y a la prédisposition familiale. Dans certaines familles, vous verrez que les enfants ont un type de cancer donné et le plus souvent par exemple lorsque nous prenons le rétinoblastome dont nous avons parlé, certains enfants vont avoir un rétinoblastome bilatéral, les 2 yeux seront touchés et dans ces cas il existe donc des gènes, des anomalies génétiques qui prédisposent ces enfants-là à avoir ce type de cancer et ces gènes-là donc sont des gènes donc, que l'on va retrouver par exemple dans des familles données qui vont prédisposer les enfants à tel ou tel autre type de cancer. En dehors de cette prédisposition familiale... Ça n'a rien de l'hérédité? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que un parent a eu un cancer dans la famille que ça prédispose l'enfant. Alors, pour certains cancers, lorsqu'il y a un rétinoblastome dans la famille, par exemple, dans cette famille, il y aura plus de cas de rétinoblastome et bilatéral. Et quand on va prendre d'autres types de cancers, comme par exemple le lymphome de Burkitt, ce n'est pas parce que le père a fait un lymphome de Burkitt que l'enfant va faire un lymphome de Burkitt, non. Ce n'est pas une transmission de ce genre. Et en dehors de ces prédispositions familiales, nous avons également
des enfants qui vont naître avec des anomalies génétiques, des malformations, et ces anomalies génétiques vont les prédisposer à un certain nombre de cancers. Par exemple, nous avons une maladie qu'on appelle syndrome de Wiedemann-Becquith. Par exemple, ce sont des enfants qui naissent avec un gros poids. Et ces enfants peuvent avoir des anomalies de fermeture de la paroi abdominale, ce qu'on appelle une omphalocèle ou une grosse hernie ombilicale. Et ils ont une moitié de leur corps qui est plus développée que l'autre moitié. Et une grosse langue également. Ces enfants, par exemple, doivent être suivis parce qu'ils courent plus de risques de faire un cancer du rein, tel que le néphroblastome. D'accord. Et donc, les causes génétiques, c'est ainsi qu'on peut les résumer. Et maintenant, les facteurs de l'environnement. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, les facteurs environnementaux, il ne va pas s'agir chez l'enfant de facteurs liés à ses habitudes de vie depuis un certain temps, comme chez l'adulte. Parce qu'il a fumé du tabac pendant un temps, il fait un cancer des poumons. Oui. Alors chez l'enfant, ce n'est pas ainsi, mais on sait depuis un certain moment donné qu'un certain nombre de virus, donc des infections de l'environnement, un certain nombre de virus vont prédisposer à un certain nombre de cancers. Par exemple, le virus d'Epstein-Barr dont j'ai parlé prédispose au lymphome de Burkitt, mais également au lymphome de Hodgkin. Il existe également d'autres facteurs tels que les radiations ionisantes que l'on a lors des bombardements, par exemple, au cours des guerres passées. On a remarqué que les populations qui étaient exposées à ces rayonnements-là développaient plus de cancers du cerveau, de leucémie. Et donc ces rayonnements ionisantes sont également connus à forte dose pour être cause de cancer. Il existe des causes qui sont suspectées. Là, je viens de parler des causes qui sont des facteurs de risque certains selon l'OMS, mais il existe d'autres causes qui sont suspectées et jusqu'à ce jour, des études continuent pour établir vraiment la responsabilité de ces facteurs dans la survenue des cancers. Vous pouvez nous les citer quand même, ces causes suspectées? Alors, ce sont des causes que vous aimez beaucoup, les journalistes. Il s'agit des pesticides, par exemple, des pesticides. Il s'agit de l'utilisation d'insecticides chez des mères qui sont enceintes. Il s'agit des lignes à haute tension, qui sont incriminées dans la survenue de certaines leucémies ou de certains cancers. Et donc, ce sont les téléphones portables. Donc, ce sont des facteurs suspectés. Les rayons? Les rayons de téléphone. Oui. Et donc, ce sont des facteurs suspectés et qui n'ont pas encore, de façon claire, démontré leur rôle dans la survenue des cancers. Et donc, là, l'OMS les classe dans les facteurs suspects. L'inhalation de l'odeur du carburant exposerait aussi les enfants à un risque de cancer de sang? Est-ce que c'est vérifié? Il existe effectivement des études qui ont évoqué le rôle du benzène, d'accord, que dégagent ces véhicules dans la circulation, dans la survenue de la leucémie. Et donc cela est également classé dans les facteurs les causes suspectes. Oui. D'accord. Alors dites-nous, professeur, comment reconnaître les cancers chez l'enfant? Quels sont les signes cliniques qui doivent alerter les parents? Pour le cancer du sang, la maladie se manifeste en général par 3 groupes de signes. Il y a la pâleur, qui est le signe d'une anémie. Cette pâleur va être très intense et va refléter une anémie sévère qui va nécessiter des transfusions. Il y a la fièvre au long cours. Ce n'est pas une fièvre de 2-3 jours comme dans le paludisme, mais c'est une fièvre qui dure depuis 1 mois. On traite, ça ne part pas. On traite, ça ne part pas. Parce que la moelle qui fabrique les différents éléments du sang, les globules blancs qui nous aident à nous défendre contre les infections, la moelle est défaillante et donc l'organisme est faible et des petits microbes vont entraîner des infections. Et donc, il va avoir une fièvre qui dure depuis un certain temps. Et également, il y a des saignements. En dehors de la pâleur, de la fièvre, au long cours, il y a des saignements. Et ces saignements peuvent être visibles sur la peau
Il peut s'agir de saignements provenant des narines liés au fait que la moelle ne fabrique pas suffisamment de plaquettes, qui sont ces éléments qui arrêtent les saignements. Alors, s'agissant des tumeurs solides, ces maladies vont se manifester par des masses dans la majorité des cas. Pour le cancer du rein, en général, il s'agit donc d'une masse qui va se traduire sous forme d'une grosse boule que la maman touche dans le ventre de son enfant. Dans le ventre, c'est que le rein se situe à l'arrière. Oui, les reins se situent au niveau des flancs. Voilà. D'accord. Et la boule va se situer à quel niveau en ce moment? Cette boule donc va se développer en antérieur. Les reins sont en arrière dans l'abdomen, mais le développement de ce type de cancer va se faire vers l'avant. Et donc, c'est dans le ventre que la maman, un jour, en donnant la douche à son enfant, va toucher cette masse-là. Et ces mères-là parlent souvent de coucou, vous savez. Et quand elle va toucher cette boule, elle va remarquer les jours suivants que la boule se grossit très rapidement. D'accord. Et chez certains enfants, on peut avoir également une émission de sang dans les urines, une hématurie, chez 15% des enfants à peu près. Et en dehors de ça, les autres cancers, le lymphome de Burkitt va se manifester donc par une masse qui attaque les mâchoires. Donc au niveau des joues, cette masse donc, va gonfler très rapidement. Elle va être responsable de la chute des dents, de saignements. Lorsque l'enfant se brosse le matin, cet enfant va saigner facilement. La chute des dents, les douleurs dentaires et cette masse qui va déformer totalement le visage va être les signes que nous aurons dans le lymphome de Burkitt. Dans le rétinoblastome, ce sont également les parents qui vont remarquer que leur enfant a une tache blanche dans le noir de l'œil. Et ça va se présenter un peu comme l'œil de chat. Et donc, c'est le signe de début dans la majorité des cas dans le rétinoblastome. Pour les autres cancers, le lymphome de Hodgkin, par exemple, ça va être des boules, de grosses boules qui vont être remarquées par les parents au niveau du cou, dans les aisselles. Pour les cancers des os, des muscles, ça va être également des masses avec de grosses jambes, de grosses cuisses. Et comme je l'ai dit au début, il s'agit d'une maladie dans laquelle les cellules se multiplient très rapidement. Alors, professeur, lorsqu'un enfant se blesse et il saigne abondamment, est-ce que cela peut constituer un signe du cancer du sang, de la leucémie par exemple? Oui, dans la leucémie, l'enfant peut également saigner beaucoup parce que la moelle ne fabrique pas suffisamment de plaquettes et le peu de plaquettes que la moelle fabrique ne travaille pas correctement. Mais il ne faut pas confondre cette maladie avec d'autres maladies qui entraînent des saignements comme l'hémophilie. Dans le cadre de la leucémie ou des cancers dont nous parlons, vous verrez que l'enfant maigrit. C'est un enfant qui a ce qu'on appelle une altération de l'état général. Il maigrit, il ne mange pas suffisamment, il est pâle et il est fatigué. Il n'a pas l'appétit. Il perd l'appétit. Il perd l'appétit, il maigrit, il est fatigué et il est pâle. D'accord. Comment posez-vous le diagnostic de tous ces cancers? Alors, le diagnostic de ces cancers est important parce que lorsque vous ratez le diagnostic, vous n'allez pas pouvoir traiter efficacement les enfants pour les mettre en rémission, comme nous disons, afin qu'ils puissent être guéris. Et donc, le diagnostic des cancers, dans le cas des tumeurs solides, passe par le prélèvement d'une petite quantité de la masse dont j'ai parlé. Ce prélèvement se fait en général par les chirurgiens pédiatres. Et cette masse qu'ils ont prélevée va être envoyée chez nos collègues qui sont des anatomopathologistes. Le diagnostic peut également passer par ce qu'on appelle une cytoponction dans certains cas. Il s'agit d'une ponction que l'oncologue pédiatre fait à l'aide d'une petite aiguille et ce prélèvement va être étalé sur une lame et envoyé soit chez nos collègues anapathes, soit chez les hématologistes. Et ces collègues qui sont chargés du diagnostic, qui sont les spécialistes du diagnostic, donc vont traiter ces prélèvements, puis au microscope, ils vont observer
décrire ce qu'ils trouvent et poser un diagnostic.